montrer un tout petit peu. Et je vous demande... Bon, alors... Alors, je vais vous parler aujourd'hui de notre catalogue à la Bibliothèque nationale. J'ai appelé cette intervention un catalogue plus que centenaire. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que la Bibliothèque nationale a commencé à avoir son catalogue en 1912. Alors, c'est un catalogue plus que centenaire, comme je viens de le dire. Alors, dans cette intervention, je vais vous donner tout d'abord un bref aperçu historique. Ensuite, je vais présenter la conversion, parce que c'est à travers la conversion qu'on va identifier et définir nos catalogues. Ensuite, je vais présenter les catalogues. Ensuite, je vais vous parler de la conversion du catalogue étranger avant 1966. C'est ce fameux catalogue dont tout le monde en parle, mais peut-être on ne le connaît pas très très bien. Donc c'est celui-là sur lequel je vais passer la grande partie de cette intervention. Ensuite, je vais juste dire quelques mots de la conversion du catalogue arabe ancien. Et après, je vais vous faire un bilan de cette conversion. Alors, je vous donne un bref aperçu historique. Alors, la Bibliothèque nationale est l'héritière des bibliothèques de l'Ifriqiya musulmane. La Bibliothèque nationale de Tunisie fut instituée durant le règne du Bey Ali Becha par le décret du 8 mars 1885, sous le nom de Bibliothèque française. Elle a été installée au lycée Alaoui tout au début. Elle fut initialement constituée de collections offertes par la direction de l'instruction publique, auquel est venue s'ajouter la bibliothèque de Charles Tissot, ancien consul de France en Tunisie. La bibliothèque connut son véritable démarrage en 1910, avec son transfert à Souk-la-Tarine et la nomination d'un nouveau conservateur, Louis Barbeau, qui restera en place jusqu'en 1943. Je ne veux pas passer sans dire un mot du conservateur Louis Barbeau. Louis Barbeau, il est resté à la tête de la bibliothèque 33 ans. C'est lui qui a constitué le fameux catalogue. C'est un catalogue, il a fait 3 types de catalogues. Il a fait faire, avec son équipe bien sûr, il a fait faire 3 types de catalogues. Il a fait faire ce qu'on appelle le catalogue mère. Ce catalogue mère, je vais l'expliquer après et vous allez voir qu'est-ce que c'est. On n'a plus de catalogue mère dans nos bibliothèques. Ensuite, ils ont fait le catalogue auteur et le catalogue matière, bien sûr. Donc ce monsieur a marqué cette bibliothèque et même pour un conservateur, on a pu reconnaître son écriture sur les fiches. Et on sait que pour beaucoup de fiches, c'est lui qui faisait l'indexation matière. Et bien sûr, c'est un diplômé de l'école de Chartres. Et il connaît beaucoup de langues. Il est surtout germanophone. Et en plus, bien sûr, puisqu'il est de l'école de Chartres, il connaît le latin et le grec. Donc, c'est ce qui va expliquer aussi le contenu du fond qui comporte énormément de livres en latin, en grec, pratiquement dans toutes les langues. D'ailleurs, à la Bibliothèque nationale, dans ce fichier, dans ce catalogue, on a pu recenser 50 langues. 50 langues, il y avait dans ce catalogue. Il y avait 50 langues. Et ce qu'on a pu recenser aussi, c'est qu'il y a eu une collection qui a été constituée de façon un peu particulière
parce que pour une bibliothèque tunisienne, on a un fonds très très important en livres latins et par exemple beaucoup de livres sur la religion, beaucoup de livres sur la Bible par exemple. Et on a pu recenser le livre le plus ancien à la Bibliothèque nationale, il date de 1500. Il date de 1500. C'est presque, c'est un manuscrit. Il date de 1500. Et les livres qui sont édités au XVe siècle, non, au XVIe siècle, on a au moins 200 titres à la Bibliothèque nationale. À part ça, bien sûr, vous avez au XVIe, XVIIe et XVIIIe, bien sûr, mais on a des livres très anciens. Et c'est grâce à ce conservateur qu'a été constituée cette bibliothèque. D'ailleurs, je voudrais attirer l'attention de Madame la directrice sur le fait qu'on aimerait bien que la statue de Louis Barbeau revienne à la Bibliothèque nationale et soit mise en valeur et qu'on la voie, parce qu'on lui doit beaucoup, ce monsieur. Bon, la bibliothèque a connu son véritable démarrage donc en 1910 avec son transfert à la Ratarine et la nomination d'un nouveau conservateur, Louis Barbeau, qui restera en place jusqu'en 1943. Suite au décret présidentiel du 7 septembre 1967, la Bibliothèque nationale a pu regrouper les manuscrits qui jusqu'alors étaient dispersés dans les divers mausolées, mosquées et bibliothèques. C'est en vertu de ce même décret qu'en 1968 furent conservés à la Bibliothèque nationale les fonds des bibliothèques El Abdeliya du XVIe siècle, El Ahmadiya, première moitié du 19e siècle, qui constitue jusqu'alors la fameuse bibliothèque de la grande mosquée Az-Zitouna. Après la promulgation du Code de la presse en 1975, la bibliothèque est devenue dépositaire de la production intellectuelle tunisienne, une publication annuelle intitulée La Bibliothèque nationale, la bibliographie nationale, fait état de cette production. Donc la bibliographie nationale date de 1975. Ce qu'on a avant, ce sont des bibliographies rétrospectives. Mais la bibliographie nationale courante, elle date de 1975. Et depuis, elle ne s'est pas arrêtée. Donc pour quelques dates encore, en 1976, la bibliothèque s'est assignée la tâche de l'attribution de la numérisation internationale normalisée des périodiques, l'ISSN. Puis en 1988, celle des livres, l'ISBN, ce qui a permis aux publications tunisiennes de s'intégrer dans la dynamique de l'édition internationale. En 1992, la bibliothèque s'est enrichie du fonds de la bibliothèque Khaldonir, créé en 1901 par un groupe d'intellectuels tunisiens. Et enfin, en décembre 2005, la Bibliothèque nationale s'installe dans le nouveau bâtiment situé boulevard du 9 avril 1938, l'actuel siège de la Bibliothèque nationale. Maintenant, je vais vous présenter la conversion, parce que c'est à travers elle qu'on va connaître les différents fichiers. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la mise en place de la conversion et dans quel contexte elle a eu lieu. Donc, avec la construction de son nouveau bâtiment, la Bibliothèque nationale devait également résoudre la question de son catalogue. Le catalogue vivant en constitution et le catalogue rétrospectif. C'est-à-dire que le démarrage de la construction du nouveau bâtiment, et sachant qu'on allait être dans un bâtiment moderne, ne pouvait pas admettre qu'on déménage avec nos fichiers en bois et ce qu'on appelle les fichiers manuels. Donc la direction de la Bibliothèque nationale a voulu et a fait coïncider le déménagement avec la conversion
et aussi avec l'acquisition d'un nouveau système informatique. C'est-à-dire qu'on partait d'une bibliothèque traditionnelle vers une bibliothèque moderne, avec des équipements modernes et des moyens de travail modernes. Donc la direction de la bibliothèque a fait un choix ambitieux, mais cohérent, et eu égard aux missions d'une bibliothèque nationale, de lier les deux aspects. Donc l'aspect constitution du catalogue courant et catalogue rétrospectif. En lançant un appel d'offres pour l'acquisition d'un système d'information multicaractère pour le catalogue courant, et en lançant un projet de conversion en se basant sur les spécificités inscrites dans le cahier des charges, du futur système, notamment le choix du format Unimark. Donc, on a lié les deux choses. C'est-à-dire que quand on a commencé la conversion, on n'avait pas de système informatique, du moins un SIGB. C'est-à-dire qu'on avait, on le verra plus tard, on travaillait sur un autre système, le CDS-ISIS. Donc à ce moment-là, on a décidé de travailler en parallèle avec l'équipe qui préparait le cahier des charges du nouveau système informatique pour savoir quelles sont les contraintes que nous aurons. Et on en a tenu compte. Et surtout, entre autres, le format. Le format, parce que à ce moment-là, on ne travaillait pas sur le format Unimark. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, en accord donc avec l'équipe, de travailler sur le format Unimark. Et le format Unimark est un format nouveau pour la Bibliothèque nationale à ce moment-là. Donc le chantier de la conversion, pour nous, devait démarrer avant le transfert dans le nouveau bâtiment, car on estime que tout déménagement engendre une perte de mémoire si on n'a pas pris soin d'ordonner, clarifier et proposer de nouveaux instruments. Parce que si on n'avait pas fait cette conversion à la bibliothèque d'El Atarin, on aurait perdu énormément de repères. Parce que les catalogues étaient installés à leur place initiale et les magasins tout autour. Donc on pouvait travailler à notre aise et surtout avoir des pratiques qu'on connaissait très bien, alors qu'un déménagement aurait compliqué les choses. Donc le transfert dans le nouveau bâtiment devait entraîner bien sûr une meilleure audience et donner un nouveau prestige à l'échelle nationale. Bien sûr, le bâtiment, il est très moderne maintenant et tout le monde l'apprécie. Alors que l'informatisation, nourrie par la conversion rétrospective, devait renforcer son audience et son prestige international. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, on aurait été les seuls à connaître ce qui se passe à la Bibliothèque nationale. Donc on peut pas... on avait besoin aussi d'une vitrine. Il fallait que ça soit accessible au public, à l'extérieur. Ensuite, je vais donc vous présenter le fond de la Bibliothèque nationale. Et je vais le faire de façon très succincte. Donc, comme on a dit, la Bibliothèque de Tunis est l'héritière d'une part de la longue et prestigieuse lignée des bibliothèques de l'Africa musulmane et de la Bibliothèque française de Tunis, créée 6 ans à peine après l'installation du protectorat en Tunisie. En 2001, ce sont les chiffres de 2001 qui vont vous choquer peut-être, mais c'était cela. Ces chiffres-là sont tirés du cahier des charges qui a été fait pour le système. Alors, en 2001, nous avions en monographie 452 800 documents. La Khaldounia possédait 4600 titres, dont 3700 en arabe. Les périodiques étaient évalués à 15 498 titres, dont 4709 titres en arabe. Les manuscrits à 22 984 titres. J'insiste, ce sont les chiffres de 2001, ce ne sont pas les chiffres actuels qui ont changé.
Je vous dis un mot sur l'existant informatique, en 2001 toujours, et vous allez voir comme les choses ont changé. La Bibliothèque nationale disposait à ce moment-là d'un réseau local type Ethernet, un serveur NT, un ensemble de postes type PC avec Windows 98 et 2000, un logiciel CDS ISIS version DOS et Windows, c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça le logiciel qu'on avait, c'est un logiciel qui est fourni par l'UNESCO. Donc on l'avait eu avant d'avoir notre actuel système. Et donc on avait travaillé sur ce système et cela nous a permis d'avoir donc les données suivantes. Les monographies, on avait 32 000 références et pour les périodiques, on avait 1700 titres. Le logiciel de gestion de base de données documentaires CDS-ISIS supporte l'échange des données en format ISO 2709. Donc on a pu travailler avec celui-là parce qu'il permettait justement l'échange de données. Donc l'état des choses en 2001 était celui-là, avant la conversion. Alors, pour ce qui est des fichiers, les grandes divisions des fichiers et catalogues à la Bibliothèque nationale sont chronologiques et linguistiques. Les anciens connaissent bien cette histoire, parce que bien sûr ça se passait à l'Ataril. Donc on avait les fichiers avant 66 et après 66. Le fond arabe et le fond étranger. Les fichiers avant 66, on les reconnaissait, les fichiers étaient en bois, les tiroirs étaient en bois. Les autres étaient dans des casiers métalliques. Il a été décidé de commencer la conversion par la masse la plus importante, celle qui coïncide avec les types de notices pour lesquels la Bibliothèque nationale pouvait bénéficier de l'expérience d'autres bibliothèques qui avaient mené des opérations similaires, c'est-à-dire les fichiers étrangers anciens, les plus nombreux, les plus compliqués, et qu'on connaissait et qui se rapportaient à des fonds anciens, donc difficiles à traiter. Puis les fichiers arabes anciens, puis les fichiers arabes nouveaux. Donc c'est dans cet ordre qu'on a travaillé. Pour ce qui est des catalogues, voilà ce qu'il y avait. Donc il y a le catalogue le catalogue des monographies. Alors on va commencer par le fonds étranger. Alors le catalogue MEA, c'est-à-dire monographie étrangère ancienne, et on revient au fichier mère, c'est celui-là. Le fichier mère, il était constitué de 148 729. Et retenez bien ce chiffre. 148 720 notices. Parce qu'on aurait pu ne pas le trouver et être dans une situation très compliquée. Mais en l'ayant découvert, ça a permis de résoudre des problèmes énormes. Ensuite, nous avons le fichier de la Khaldounir, qu'on appelle KHE, 900 titres étrangers. Les cartes, on en avait 4500, les articles 3200. Les monographies étrangères nouvelles, qu'on appelle les monographies étrangères nouvelles, donc à partir de 66, fichier auteur 93 600. Total monographique 250 929. Ce chiffre-là correspond au catalogue qu'on a décidé de convertir. Parce que, comme vous voyez, on parle de fiche auteur une fois, c'est-à-dire que la Bibliothèque nationale a choisi de convertir le fichier auteur pour le fonds nouveau, parce que ce fichier était fait selon les règles de l'ISBD, et donc il y avait dans les fiches, sur les fiches auteurs, les rappels des vedettes, et donc les rappels auteurs et matière. Donc on faisait aucune impasse, on avait toutes les données sur les fichiers auteurs. Par contre, sur le fichier mère, c'est une autre histoire, on vous racontera ça plus tard. Alors, après, on va passer au fond arabe. Donc pour le fichier
arabe ancien, on a évalué le nombre de fiches à 33 000. Pour la Khaldouni en arabe, 3 700. Les bibliothèques particulières, 2 500. Pour les monographies arabes nouvelles, 80 000. Toujours fichier auteur pour le nouveau fichier. Donc ça nous fait un total pour les monographies arabes de 119 200 fiches. Et pour le total des monographies, toutes langues confondues, 370 129 fiches. Ça, c'est le fonds monographique. On passe maintenant aux périodiques. Donc, pour les périodiques étrangers anciens, on a évalué à 20 000 notices. Pour les périodiques nouveaux, 13 459. Donc, total périodique étranger, 33 459. Périodique arabe, c'est toujours beaucoup moins. Hein. Et d'ailleurs, ça s'explique. Ça s'explique, vu l'histoire de la bibliothèque. C'était une bibliothèque française. Et là, on a affaire aux anciens, surtout aux anciens catalogues. Donc, les périodiques arabes, vous avez 2722 pour les périodiques arabes nouveaux. Et donc, total 2722, c'est tout. Il n'y a qu'un... Et donc, pour les périodiques, nous comptons 36 181 notices. Et pour le total général, 406 310 fiches. C'était ça le programme. Le programme était d'informatiser 400 600 310 fiches. Voilà, le programme. Ah, il manque le catalogue général des manuscrits. Parce que le catalogue général des manuscrits ne devait pas faire l'objet d'une conversion au début. Parce qu'on voulait le faire sur le nouveau système. Parce qu'on avait dit le catalogue des manuscrits est vraiment un catalogue qui est très difficile à adapter à des formats nouveaux et surtout informatisés. Et on n'avait pas l'habitude de trouver un catalogue de manuscrits intégré dans un catalogue général. D'ailleurs, il a fallu faire beaucoup de travail pour trouver justement une base de données pour ce catalogue. On n'avait pas d'expérience, on n'avait rien, et même pas de retour d'expérience. Donc on a étudié cette possibilité avec les spécialistes. On a eu quelques professeurs de l'ISD et en plus on a aussi été aidé par des conservateurs du service de la Bibliothèque nationale française qui nous ont dit vous pouvez le faire parce qu'en fait les manuscrits que vous avez c'est pratiquement des monographies. Ce sont surtout des ouvrages, des titres. Ils sont écrits à la main. Et ce n'est pas comme certains fonds de certaines bibliothèques où il y a par exemple beaucoup de correspondances, beaucoup de mémoires, de choses, des petites choses. Là, on a des titres d'ouvrages. Donc, on a fait ça. Et donc, comme c'était pas prévu, on a dû le faire avant le transfert parce que aussi la direction de la Bibliothèque nationale a décidé, peut-être sur demande du ministère de la Culture, que le transfert devait se faire avec le catalogue des manuscrits. Et donc voilà, c'est ce qui explique qu'on a dû convertir toutes ces notices-là. Donc ces catalogues qu'on voit là, les 7000 premiers manuscrits et les 2000 suivants, constituent le fonds Hassan ces catalogues constituent avec le fonds Hassan Hosni Abdelwaheb la première tranche de la base des données des manuscrits. Une description de la conversion du catalogue étranger, donc avant 1966. On y arrive à ce fameux catalogue qui nous a fait tellement travailler. Donc ce catalogue, on a dû adapter
hein, on a dû adapter à ce qu'on avait trouvé, parce qu'on avait fait des découvertes qui ont fait en sorte que tout ce qui était prévu au départ a été pratiquement chamboulé. Donc, la description de la conversion du catalogue étranger avant 66 va nous permettre d'avoir une idée précise des méthodes retenues qui ont été une adaptation pragmatique aux réalités découvertes et analysées. Cette adaptation a également été nourrie par la connaissance des expériences, des conversions menées dans d'autres bibliothèques, en particulier à la BNF. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que on a eu avec nous pendant une année Madame Claire Lesage qui est venue nous aider à lancer ce grand projet. Donc bien sûr, avec elle, il y avait une certaine expérience de la conversion qui a été menée à la Bibliothèque nationale de France. Donc on a fait donc l'étude des fichiers, l'enquête auprès des personnes, enfin le recours au registre ont provoqué des découvertes, voilà, on y arrive aux découvertes, qui ont très significativement infléchi les choix de la conversion. Donc nous, on avait fait une étude, on avait fait aussi appel à des experts avant qui sont venus, qui ont évalué, qui ont discuté de la conversion, de la méthode. Tout ceci a été modifié parce qu'on a fait la découverte du fameux fichier MAER. Ces différentes découvertes ont introduit des nuances par rapport aux conclusions proposées par les précédents rapports d'expertise qui ne disposaient pas de ces éléments. On a aussi retrouvé la plupart des registres de cotation où sont consignés la date d'entrée, le nom de l'auteur, le titre, généralement le lieu d'édition et la date, le mode d'entrée, le libraire en cas d'acquisition, l'absence éventuelle en magasin ou le changement de code. Donc dans ce fichier, il y a tout. Il y a tout. Et voilà que je vous reparle du chiffre 148 000 fiches, alors que le fichier ancien, ce fichier en bois, il compte 650 000 fiches. Et donc, avec 148 000, on avait la totalité des données. Alors, quelques découvertes. Donc, on a aussi découvert le fichier arabe réputé disparu. Il a été retrouvé dans un magasin. Et le fichier mère. Pour le fonds étranger ancien. Bon. Alors, qu'est-ce qui comprend ce fichier? Chaque fiche mère qui a servi à établir la fiche. Donc, cette fiche mère, elle a servi à établir la fiche auteur ou titre. Les fiches de renvoi. Les fiches matières. Elle comprend une description bibliographique complète et la liste de toutes les entrées, principales, secondaires et matières, de plus, et à partir d'une certaine date, sont inscrites au verso des indications sur le prix, le mode et la date d'entrée. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'informations concentrées dans ces fichiers. Alors, si ce fichier pouvait servir de base à la conversion, on avait donc on s'est posé cette question. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser, ce fichier? Parce qu'il facilitait vraiment les choses. Donc, il permettrait un contrôle permanent et fiable de l'exhaustivité. Ce qui est impossible à faire, l'exhaustivité est impossible à faire à partir de fichiers auteurs et de fichiers matières, comme vous le savez. Parce que les fiches sont classées par auteur et donc on intercale comme on veut. Alors que là, les fiches sont classées par code. Donc c'est un fichier qui est classé par code, donc par numéro. C'est-à-dire que on avait le format, pour chaque format, on avait un fichier et on avait le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on pouvait vérifier l'exhaustivité. Et c'est une économie terrible
très 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 importante, cette méthode, parce que si on avait utilisé d'autres fichiers, on aurait été obligé de faire des dédoublonnages. Et c'est un travail très lourd et même pas toujours très fiable. Donc, ce fichier a permis un allègement significatif de la saisie. Donc, on avait 160 729 fiches mères au lieu de 635 300 fiches en cas de saisie croisée du fichier auteur, qui était constitué de 239 300, et du fichier matière, 396 100 fiches. Voilà, au lieu des 635, on avait plus que 168 729 fiches auteur. Donc 239 000 fiches du fichier auteur en cas de saisie simple. C'est-à-dire que si on faisait une saisie simple, on avait 239 000. Et si on faisait une saisie croisée, on avait 600 et quelques mille. Et nous, avec nos 168 700 fiches, on faisait tout et on n'avait pas de dédoublonnage. Donc l'économie du dédoublonnage entre fiches principales, fiches de renvoi et fiches mères, donc il nous permettait ça, ce fameux fichier. Ce fichier offrait aussi l'avantage de ne pas faire l'impasse sur les mots matières, qui constituent un système riche et cohérent, certes daté, mais historiquement significatif et exploitable en tant que tel. Je voudrais vous dire quelques mots sur cette question. Par exemple, la Bibliothèque nationale de France, quand elle a fait sa conversion, elle a fait l'impasse sur les fiches matières. C'était pas possible. Ils ne pouvaient pas. D'ailleurs, si vous regardez, si vous rentrez sur le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, les livres publiés avant 1970, il n'y a pas de catalogage. Il y a le catalogage, il n'y a pas d'indexation matière. La seule indexation, c'est l'indexation qui est utilisée à la Bibliothèque nationale et c'est un système maison, c'est un système interne, mais ce n'est pas une indexation matière, ce n'est pas une liste d'autorités. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée de ce fichier. Bon, après on est passé au plan d'exécution. Donc il a fallu mobiliser une équipe et un chef de projet. C'est ce qui a permis d'établir un plan d'exécution, puis de commencer l'opération elle-même en 2002. Grâce au recrutement de 2 équipes de vacataires de saisie, le recours à des vacataires pour effectuer la saisie des notices directement recrutés et formés par le personnel de la BNT a été rendu possible en dégageant des crédits suffisants en interne. C'est un choix qui a été fait par la Bibliothèque nationale, parce qu'il y avait plusieurs choix. D'abord pour la méthode. Il y a d'autres bibliothèques qui ont recours à des fournisseurs de saisie. Mais en Tunisie, ça n'existe pas encore. Parce qu'ils sont spécialisés dans les notices bibliographiques. Ça n'existe pas. Il aurait peut-être fallu le faire en France et ça aurait coûté trop cher, donc ce n'était pas possible. Et il y a d'autres méthodes, on l'a utilisé aussi, c'est la conversion par OCR, vous savez, la reconnaissance optique des caractères. On avait des fichiers manuscrits, beaucoup de fichiers manuscrits, donc ça aurait posé énormément de problèmes. Donc on a choisi de recourir à des vacataires et on a pu obtenir de la direction qu'ils soient payés. Ça n'a pas été facile, mais ça a été obtenu. Et donc, il a fallu aussi les former, les encadrer. Donc, la BNT s'est assurée, l'assistant, en plus, elle s'est assurée l'assistante d'un ingénieur informaticien, M. Hatim Slim,
qui est spécialisé en base de données pour la création des bases de saisie et leur adaptation aux différentes phases. Le mode de conversion a été décidé, le mode de conversion, il a été décidé de recourir aux notices de la conversion de la BNF plutôt comme source primaire. Là, je ne sais pas si vous avez saisi, c'est-à-dire que nous, on n'a pas voulu télécharger les notices. On a voulu utiliser la BNF comme source, c'est-à-dire qu'on ne récupérait pas les notices, mais on les ressaisissait. Et cela dans les rares cas d'absence totale de notices. C'est-à-dire, si on n'avait pas de fiche mère, de fiche auteur, de fiche matière, on avait recours aux notices de la Bibliothèque nationale. Et il faut dire que la Bibliothèque nationale de France nous a donné la conversion qu'elle a faite sur des CD-ROM. Donc on les avait sur des CD-ROM. Donc après évaluation qualitative et quantitative des fichiers, et après une réflexion sur les moyens techniques, humains et financiers, il a été décidé pour les fichiers étrangers que la conversion sera réalisée par la saisie dans une base intermédiaire de stockage des fichiers mères qui seront soigneusement préparés par l'équipe interne. Le travail le plus lourd devait reposer sur des personnes expérimentées puisqu'il serait réalisé pendant la phase de préparation. Car, bien que le fichier qu'on avait trouvé, on était bien content de l'avoir trouvé, il était vraiment très pratique, mais ce fichier, on avait évalué qu'il manquait 10%. 10% de l'ensemble des fiches manquaient et devaient être reconstituées. Donc, sur un total près de 150 000 fiches, on devait reconstituer 15 000. En puisant dans ses propres forces, en obtenant un budget significatif pour les équipes de vacataires et la gestion informatique du projet, la BNT a réussi à lancer ce projet. Donc là, on va voir comment on a travaillé. Alors, étude et mise en place des procédures. La préparation de ces fichiers a consisté en deux tâches principales. Tout d'abord, le choix du format de saisie et l'élaboration de la base de saisie. Donc là, je vais passer, parce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. Par contre, je vais parler de la préparation matérielle et intellectuelle du fichier mère. L'équipe chargée de ce travail était constituée d'un noyau fixe de 6 personnes, pas beaucoup, hein, qui a assuré la continuité et la cohérence du travail. Placée sous la conduite du chef de projet, l'équipe a su s'intéresser à ce projet qui unit le souci de préserver et mettre en valeur le patrimoine de la Bibliothèque nationale et la volonté de moderniser son catalogue et d'en faciliter l'accès. Pour la préparation de la première tranche, l'équipe a réalisé un énorme travail physiquement fatigant, très minutieux, et qui exigeait une bonne organisation, une ingéniosité et une inventivité permanente. Et là, j'insiste, vous allez voir. Bon. Donc, l'équipe a dû mener le rassemblement et le dépoussiérage des fiches mères. On les a trouvées dans un magasin éparpillé. Il y avait des fiches qui n'étaient même pas dans des tiroirs. On a dû donc les rassembler. Ensuite, les reclasser. Les reclasser, puisqu'on pouvait le faire, c'était par ordre numérique. Les reclasser par cote. Et ensuite, on a dû évaluer les manques. Et ça, c'est un travail qui a été fait sur 150 000 fiches. Ensuite, on a procédé au relevé des fiches manquantes par cote. C'est-à-dire qu'on avait le tiroir, on le faisait 1, 2, 3, 4, 5, hop, on passait au 7, donc le 6 manquait. On a fait un relevé systématique. Donc, à partir du relevé, la vérification en magasin de ces cotes. Donc, si on n'avait pas la fiche, on allait en magasin. S'il s'agit de cotes vacantes, confection et classement d'une fiche cote vacante. Cette vérification se faisait sur registre.
S'il s'agit d'une absence constatée lors d'un récolement, confection et classement d'une fiche manque voire registre. C'est-à-dire que si le livre n'existe pas en magasin, on a fait un catalogage restreint, un catalogage pas du tout dépouillé, pas du tout, comment dire, minutieux, qui obéit aux règles de la Bibliothèque nationale. Pour les ouvrages présents en magasin, dont la fiche mère manquait. Alors pour cela, on a dû aller en magasin et relever les informations bibliographiques. Sur le on a relevé les informations bibliographiques sur le registre ou en magasin quand le registre manquait. Vous allez me dire pourquoi. Parce que en faisant ça, on allait voir le fichier auteur et on cherchait grâce à ces informations les fiches auteurs correspondantes. Donc recherche d'une fiche auteur correspondante, reproduction de cette fiche et intercalation dans le fichier. Dans le cas d'une absence totale de fiche auteur ou matière, confection d'une fiche à partir de données de la conversion de la BNF ou recatalogage. Bon, je vais simplifier parce que là, c'est très... ça peut paraître compliqué. C'est pas compliqué du tout. Donc, dès qu'on avait une fiche qui manquait, dans notre tiroir, on prenait les données bibliographiques. Dès qu'il y avait une fiche qui manquait, on allait voir en magasin. Si le livre existe, il a un traitement. Si le livre n'existe pas, il a un autre traitement. S'il existe, il faut qu'on ait une fiche complète. Si le livre existe, il faut avoir une fiche complète. Alors, on passe par le recours au fichier auteur, au fichier matière. Après, s'il n'y a pas, à la base de données de la BNF. Et en dernier recours, recatalogage. C'était ça. C'était ça. Parce que le lecteur avait droit à une information bibliographique complète, parce que le livre existe en magasin. Il a dû être catalogué, mais on l'a perdu. Donc on lui devait ça. Donc ça a été la partie la plus dure à faire et la plus contraignante. Mais bon, ça valait la peine. Donc après vérification finale des tiroirs, et après déclaration de bon à saisir, une fois que tous les tiroirs ont été faits, ont été donc complétés, comme on a dit tout à l'heure, on a complété par 15 000 notices. Et donc, et pour ça, il y avait des tiroirs qui manquaient des fois entièrement. Alors voilà, là je vais en parler. Certains fichiers ont dû être complètement reconstitués. Il y a un tiroir de ligne 8 qu'on n'avait pas retrouvé. Un tiroir de ligne quarto. Le début d'un tiroir in-folio et tout ligne plano. Tout ça a été reconstitué intégralement. Plusieurs de ces manques ont malheureusement coïncidé avec l'absence de registre, ce qui a impliqué des séances de travail dans les magasins pour noter les informations nécessaires. Pour ligne plano, 595 cotes. L'opération a été l'occasion d'un récolement et d'un déménagement à cause des mauvaises conditions de conservation. Oui, on a trouvé ce fonds dans des conditions très difficiles. On a dû donc le traiter et le transférer, même avant le transfert. Même avant le transfert des collections. Bon, je vous donne, je ne sais pas si on le voit, mais je voulais vous donner un échantillon des fiches mères pour qu'on voit ce que c'est. Voilà, là vous avez une fiche mère. Regardez l'écriture, regardez le contenu,
Et on voit le... Et on voit, ce qu'on voit là-bas, et là ils sont en train d'enregistrer. Hein? Et attends, bon, je peux vous parler parce que là je l'ai sans ça. Donc la suite des événements. C'est difficile. Hein? Et l'enregistrement continue. Donc, à la suite de cette opération de préparation des fichiers, il a fallu passer à la saisie. Donc, ces fichiers reconstitués étaient prêts à la saisie. Pour ça, on a eu recours à une équipe de vacataires qui a été formée et encadrée parce que c'était des personnes qui n'avaient jamais fait de travail de bibliothèque. Et donc, on avait l'équipe de vacataires, l'équipe en interne qui était là pour encadrer l'équipe des vacataires, plus l'équipe informatique. Et on a dû commencer la conversion sur une base Access qui a été faite par notre informaticien. Donc, dans cette base, nous avons mis toutes les zones bibliographiques. Et pour une fois, et c'est nouveau à la Bibliothèque nationale, on avait introduit les données d'exemplaires qu'on n'avait pas utilisées avant. Donc cette démarche était toute nouvelle à la Bibliothèque nationale. Maintenant, elle nous paraît tout à fait commune et normale, mais au départ, on ne connaissait pas. Et dans ces données d'exemplaires, on a mis toutes les informations qui étaient sur les fichiers et même l'origine, où a été acheté ce livre, quand et à quel prix. On avait toutes ces indications. On avait le nom du libraire, on avait le prix, on avait des fois la collection parce qu'on avait des dons, donc on avait le nom du donateur, on avait toutes les informations. Donc la saisie a commencé en mai 2003. Il y avait 2 équipes de saisie constituées de 15 personnes qui travaillaient, donc une travaillait le matin et une l'après-midi. Cette équipe a pu mener cette tâche et en moins d'1 an, on a pu faire 80 000 notices, ce qui correspondait au fonds Inuit. En 1 an et 2 mois, on a fait 80 000 notices. Ensuite, on a continué et le fonds ancien, qui comprenait donc pratiquement 150 000, a été complètement saisi. Et ensuite, il a fallu convertir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les catalogues du fichier manuscrit, du fichier des manuscrits. Donc, avant le transfert, jusqu'au transfert, la Bibliothèque nationale avait donc comme base
le fichier ancien plus le, le catalogue des manuscrits. Là donc on voit ces fiches mères et on voit aussi un peu la difficulté parce que ce sont des fiches manuscrites et des fois elles ne sont pas très lisibles et on voit aussi donc sur la fiche de droite on voit ce qui est marqué CAA, c'est les entrées auteurs. Donc ça, il fallait faire des fiches auteurs au nom de ces personnes. Ensuite, plus bas, on voit CAM, c'est pour le catalogue matière. Donc, cette fiche-là, il y avait toutes ces entrées matières pour uniquement cette fiche. Cette fiche-là, on la voit convertie. Voilà. Donc ça, vous voyez maintenant cette fiche sur notre catalogue. C'est la saisie qui a été faite lors de la conversion. Et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait toutes les informations, mais elles sont concentrées. Parce qu'elles sont concentrées, donc elles font moins. Là, on a un type de fiche auteur. Quelques exemples. Celui de gauche, c'est l'Inuit. Celui de droite, c'est les périodiques. Toujours des fiches manuscrites. Là, c'est un exemple de fiche matière. Donc, vous voyez l'indexation matière, Algérie, ethnographie, sociologie, pour ces fiches-là. Je ne sais pas. Donc là, on est passé, on en a parlé un peu, mise au point et lancement de la première phase, on en a parlé. Donc, pour finir, on va dire que l'équipe interne assurait l'encadrement des vacataires, la préparation des tranches suivantes et travaillait à la mise au point des procédures de correction sur l'ensemble de l'Inuit. Parce qu'une fois qu'on avait saisi les formats par format, on procédait à une correction de chacun des formats. Donc, pour finir, en puisant dans ses propres forces et tout en obtenant un budget significatif pour les équipes de vacataires et la gestion informatique du projet, la BNT a réussi à accomplir le chantier de la conversion. Je ne sais pas si je vais parler du catalogue arabe avant 66. Si vous tenez le coup, je vous parle. Mais je vais le faire très rapidement. Donc là, on passe à autre chose. C'est le fichier arabe et qui, lui, était vraiment très, comment dire, pas incomplet, pratiquement complètement incomplet. Donc le fichier arabe avant 66 est un cas à part, tellement il est incomplet et ne peut constituer une référence pour la Bibliothèque nationale, et ce de l'avis de plusieurs experts, et ceux de la BNF notamment. Avant de nous résoudre à faire un récollement de ce fonds constitué d'environ 93 000 titres, nous avons tout tenté, sans résultat probant. On a essayé l'utilisation d'un ancien fichier manuscrit qui s'est révélé malheureusement incomplet. Ça, c'est la première solution. Ensuite, on a fait un récollement sommaire, c'était avant le transfert des collections dans le nouveau bâtiment. Nous avons tenté de relever le maximum d'informations pour les saisir ensuite dans la base. Le résultat obtenu n'a pas été jugé satisfaisant. Finalement, le récollement du fonds arabe ancien a été mené. Il a permis de confronter les données dans la base à celles dans les magasins, de les compléter ou de les reprendre quand cela s'avérait nécessaire. Et voilà le résultat. Nous avons recensé 11 395 titres manquants en magasin et relevé 15 827 titres non catalogués. Les données bibliographiques de ces ouvrages figurent maintenant dans le catalogue général de la bibliothèque. Donc il a fallu y arriver. On a passé 1 an à faire ce récollement.
parce qu'on a estimé que le fonds ancien arabe est un fonds patrimonial et pour lequel il n'y a pas de réservoir bibliographique. Et aussi parce qu'il y avait une belle collection de livres tunisiens en arabe dans ce fonds. Et donc ça a permis aussi la mise en valeur du fonds tunisien. Nous avons également profité de l'occasion d'être en contact direct avec les collections pour mener un travail de fond sur le fonds tunisien ancien. Ainsi, nous avons commencé par le repérer dans les magasins, dans la salle de lecture des manuscrits et à la réserve. Une fois vérifié et catalogué, il a été classé selon les numéros de code et entreposé dans des caisses pour être accessible à tout moment. Il a été ensuite envoyé vers un magasin destiné à recevoir les livres tunisiens. Ce fonds tunisien, pour nous, est très important. Bien sûr, le fonds arabe est important, mais le fonds tunisien est énorme. Pour nous, il est très, très important parce qu'il va nous permettre de constituer la bibliographie rétrospective et donc de connaître les titres tunisiens depuis les origines. Il n'y a que de cette façon qu'on aurait pu les avoir. En tout cas, on n'a sûrement pas tous les titres tunisiens à la Bibliothèque nationale, mais une bonne partie. Et on ne pouvait pas faire l'impasse sur des livres, d'autant plus qu'ils représentaient une bonne... les livres qui n'étaient pas catalogués étaient de l'ordre de 15 000. Donc, dans ces 15 000, il y avait beaucoup de livres tunisiens, beaucoup. Donc, la Bibliothèque nationale ne pouvait pas faire cette impasse. Donc, voilà une petite image du récollement. Le récollement du fonds arabe. Ce qui est intéressant dans ces photos, c'est que les tableaux que vous voyez là, ces données sortent, c'est pas un registre qui a été fait manuellement. Ces données sortent de la base de données. C'est-à-dire, voilà l'existant. Et c'est ce qu'on voit, je ne sais pas, peut-être de l'autre côté, on le voit quand on voit catalogage. Donc tout ce qui est vide, ce n'est pas catalogué. Tout ce qui est vide, ce n'est pas catalogué. Et ça, on l'a fait donc livre en main et dans les magasins. Ensuite, on a relié tout ça pour en faire des registres. Donc, ils sont là. Ce sont les registres de récollement qui constituent maintenant une source d'information très précieuse. Bon, donc le bilan, avec des moyens très raisonnables, une forte volonté de sa direction et de son personnel et une bonne dose d'inventivité, j'insiste, la BNT a lancé et réalisé la conversion rétrospective de ces fichiers. Bien que je n'ai pas parlé des autres fichiers, parce qu'on a dû finir le fonds nouveau, dont on n'a pas parlé là. Donc, outre le confort de cette base de données bibliographique, elle offrira au lecteur, outre le confort que cette base de données bibliographique offrira au lecteur, on pourra y découvrir d'autres informations passionnantes. On pourra notamment y étudier la formation d'une bibliothèque d'envergure nationale au XXe siècle, la nature et la composition de ses collections et les schémas mentaux qui ont gouverné la structure de son indexation matière, d'autant plus stable que les conservateurs de la bibliothèque sont restés exceptionnellement longtemps en poste. Depuis de 1910 à 1956, à la Bibliothèque nationale, nous avons eu 2 conservateurs, Louis Barbeau et Rousset de Pinat, uniquement. Donc là, je vous montre quelques photos de l'ancien fichier qui a été donc déménagé et classé dans du casier métallique pour vraiment pour une meilleure conservation. Là, vous voyez quelques fiches qui sont en bas. Donc voilà, là aussi. Et puis, je vais vous dire, j'aimerais dire merci, un grand merci à toute l'équipe. Et d'ailleurs, quelques-uns sont là, quelques vacataires sont là, ils sont revenus exprès. Donc un grand merci à toute l'équipe, au personnel de la bibliothèque qui a fait un travail monumental dans des conditions difficiles.
aux vacataires qui ont assuré la saisie des notices, sans oublier Madame Claire Lesage, le conservateur à la BNF, pour sa précieuse collaboration. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Je découvre tout un aspect de la bibliothèque. Vous avez fait les fiches ici quand même. C'était les fiches تعصبركم. Donc si quelqu'un veut avoir des... Comment? Oui, 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 tu as raison. Oui, 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 bien sûr. Madame Anne-Marie Beaugendre a fait aux spécificités de la conversion. C'est là qu'on a appris, par exemple, nous, on n'utilisait pas tous ces termes et toutes ces notions. C'est, par exemple, l'identification de la notice. À la bibliothèque, c'était des choses complètement nouvelles, oui, tout à fait. Et donc, il y avait pas mal de choses. Madame Beaugendre a fait un travail très, très en profondeur. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à la Bibliothèque nationale. Elle était déjà à la retraite quand elle est venue. Et elle a été très patiente avec nous parce qu'on était vraiment des débutants, on ne connaissait pas. C'était vraiment très nouveau pour nous, la conversion. Qu'est-ce que c'est que cette conversion? Donc, c'est grâce à elle qu'on a été formés. Il y a une équipe qui a été formée par elle. Et elle nous a demandé aussi de faire l'identification de tous nos fichiers. C'était un travail qui a été demandé par elle. On a eu aussi une autre expertise faite par Madame Anne-Marie, par Madame Annick Bernard, qui était venue déjà avant. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qu'ils avaient prévu, leurs prévisions, ont été modifiées quand on a trouvé le fichier mère. Le fichier mère a fait en sorte que la méthode avait complètement changé. Et je pense qu'on n'aurait pas pu faire autrement parce que moi je ne pense pas qu'avec une équipe de 15 personnes, on aurait pu saisir 650 000 fiches. Ouais, je crois. Je m'attendais à un exposé à voix haute, vu que l'expérience c'est une expérience phare et unique. Ah, tu n'as pas entendu? Ah, j'étais loin peut-être. Non, non, bref. Je ne sais pas, d'ailleurs. Hein? Mais il aurait fallu le dire depuis tout à l'heure. Il y a Delila. Il y a Delila, تشبيه. ما سمعتش؟ Non, mais c'est une expérience phare et unique qui mérite beaucoup d'écrits, beaucoup de... Voilà, ben, tu as le texte écrit, hein, je te le donne. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire. Parce que on aurait pu mettre uniquement les titres, et tout, comme pour un truc PowerPoint, mais c'est bien de mettre noir sur blanc les choses. Reste. J'ai oublié tout ça, ça fait longtemps. C'est Bordeaux, j'aurais aimé que ça soit en arabe, Hum? parce que c'est une expérience qui innove, un chant en arabe. Tu aurais aimé que ça soit en arabe, la présentation? Oui. C'est difficile. C'est C'est difficile, c'est difficile. Un fichier mère ou fichier... Non, mais on peut la traduire, on peut la traduire. C'est pas difficile. Et d'autant plus qu'on en a besoin pour fabriquer des concepts de conversion dans la langue arabe, avec les bibliothèques arabes. C'est une expérience qui mérite cela. En même temps, On a fait de... j'ai une suggestion de plus. Tu me connais, je suis fatigante. Tu es quoi? Une suggestion. Hey, vas-y, vas-y. Pense dans l'expérience, à cette expérience de la Bibliothèque nationale, à ce grand chantier vital, en comparaison
comparaison avec le chantier de la BNF qui a sous-traité et en comparaison avec l'expérience de la Bibliothèque royale de Belgique qui a informatisé directement par des applications. Elle a fait sa conversion à partir de petites applications moteur. Ça serait une conséquence. En tout cas, pour nous, moi ce que je pense... C'est vrai que tu es dans le sens que pour définir des relations avec les pays européens, Pour moi, la relation quand elle est concrète, elle donne des spécificités, elle donne des choses très bénéfiques. moi ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant à la Bibliothèque nationale pour ce qui est de son catalogue, c'est que le catalogue de la Bibliothèque nationale, c'est le sien. C'est notre bibliothèque, c'est notre, ce qui est très rare à l'échelle, surtout à l'échelle arabe. Surtout à l'échelle arabe, c'est notre catalogue, il nous appartient, c'est notre, c'est pas, on ne l'a pas téléchargé, ce sont nos notices, c'est notre travail. Donc cette spécificité, elle est importante, elle est vraiment importante. Ouais, parce que les autres, vous allez retrouver les notices de l'OCLC ou je ne sais pas quoi. Donc c'est des notices qui n'appartiennent à personne, quoi. Ça, il y a le label Bibliothèque nationale de Tunisie. Ça, c'est le label. Et donc, on n'a pas le droit de ne pas en parler et aussi de ne pas le mettre en valeur. Alors moi, ce qui me tient à cœur dans cette histoire, c'est que, bon, on a parlé de la moitié, parce qu'il reste l'autre moitié, c'est le fichier nouveau. C'est le fichier nouveau. Je ne vais pas vous en parler. Non, non. Je ne vais pas vous en parler. Mais je veux dire, il reste le fichier nouveau et tout ça, la plupart de nos utilisateurs ne se rendent même pas compte de ce qu'on a. Ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'on a une vitrine qui n'est pas à la hauteur du travail qui a été fait. C'est-à-dire que l'OPAC, le catalogue en ligne, il ne reflète pas ça. Il ne reflète pas. Je passais à une bibliothèque de nuit, ils sont toutes les bibliothèques de nuit aujourd'hui, sont en train de faire un dévoilement dans lequel ils essayent même de faire une conversion, parce que dans le récollement, ils trouvent des livres catalogués manuellement, ils sont obligés de leur mettre un catalogue, etc. Ouais. Et notre expérience serait que cela sera très très utile. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de... Notre expérience sera utile à qui? À Beyrouth. Et on pourrait envisager une collaboration, une coopération entre les deux bibliothèques. On pourrait envisager. D'ailleurs, Réveil, ça rentre. Elles ont des vraies difficultés. J'ai discuté avec eux. Elles ont des vraies difficultés. Oui, ça rentre aussi dans le cadre du catalogue collectif. Parce que c'est aussi un des buts, c'est qu'il y ait sur une base un seul catalogue, celui de la Bibliothèque nationale, de la lecture publique et de l'université, les bibliothèques universitaires. Et ça, il faut travailler. Il faut que les choses soient normalisées, il faut travailler. Et puis nous, à la Bibliothèque nationale, il ne faut pas qu'on soit propriétaire de nos données. Ces données appartiennent à tout le monde. Ouais. L'expérience, oui, mais j'ai peur qu'elle se perde, l'expérience, moi. Parce que l'expérience... Hein, la vieillesse, elle a pris la peine pour venir un peu dessus, leur communiquer son expérience. Il faut le faire. Si on s'arrête à la volonté des
Pour ça, il faut être conscient de cette expérience, être conscient de la valeur de cette expérience et du travail fourni pour aboutir à un fichier informatisé. Parce que pour le pari, c'était celui-là. Il fallait reconstituer, c'est-à-dire redonner toutes les informations qui existaient sur les fichiers manuels. Tu n'avais pas le droit de faire l'impasse. Parce que les lecteurs, ils pouvaient te dire, allez les khoya, moi je pouvais travailler, moi je pouvais travailler sur mon fichier, j'étais habituée et c'était un bon outil de travail et auquel je suis habituée et tout ça. Donc il fallait lui donner tout ça et en plus lui donner les méthodes, les nouvelles méthodes et le confort. D'ailleurs, on sait que par exemple à la bibliothèque, pratiquement personne ne regarde plus les fichiers métalliques ou les fichiers manuels. C'est fini, personne. Alors que, ouais, donc c'est vrai, c'est important. Mais bon, il faut être conscient de ça et puis il faut le mettre en valeur surtout. Il faut surtout le mettre en valeur. Et puis il faut continuer parce que malgré tout, la conversion, elle comporte différents fichiers et différentes méthodes de travail. Parce qu'il faut aussi penser à établir une cohérence entre tous ces fichiers. Parce qu'il y a des fichiers qui ont été faits dans les années 20 et d'autres qui ont été faits dans les années 60, 70. Et ceux sur lesquels on travaille maintenant, ils sont faits maintenant. Il faut qu'il y ait une cohérence entre tout ça. Et il faut aussi une étude de qualité de tout ça. C'est-à-dire que la conversion a permis d'avoir un fonds bibliographique énorme, mais il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin et aussi savoir savoir donner des produits. Puisque là, on a les bases, les repères de notre collection. Alors ça peut servir pour la numérisation. Quand vous maîtrisez votre catalogue, vous maîtrisez vos collections, vous les maîtrisez. Donc il faut bien le corriger, le ficeler, en prendre soin pour que d'un seul clic, on puisse avoir des produits. On peut faire des catalogues par exemple, on peut faire des catalogues pour les donateurs, donner un aperçu de tous leurs dons. On pourrait faire plein de choses. C'est la base. Bon, maintenant, les utilisateurs, ils sont plus exigeants. Ils veulent le texte. Ils veulent le texte intégral. Mais sans catalogue, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Parce que c'est comme si vous êtes sur Internet, il n'y a pas de texte. Sur Internet, alors vous avez... Et c'est à vous de faire le choix. Là, vous avez une indexation qui a été faite par des spécialistes. Et qui quand même, des fois, elle est fouillée, elle est assez pertinente, elle est fine, quoi. C'est pas comme sur Internet, vous avez tout. Le meilleur document comme le moins bon. Donc c'est faux de dire que la conversion a été faite. Et voilà. Non, elle a été faite, mais il faut continuer à l'améliorer, à la faire connaître, nos collections. On a une très belle collection, une très belle à la bibliothèque, et personne ne la connaît. On est, par exemple, ici, on est une des rares bibliothèques, par exemple, au niveau du Maghreb, l'Algérie, je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas ce qu'ils ont. Le Maroc, ce n'est pas la bibliothèque tunisienne. On sait, la bibliothèque nationale. Au niveau de l'Afrique du Nord, on est
pratiquement les seuls à avoir un fonds ancien de cette valeur. Alors que les autres, bien sûr, les fonds nouveaux, c'est facile à avoir. Mais des fonds comme ça... Donc, autant il y a eu du travail, autant il en reste. Ah, voilà. Merci. Hein?